Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un plaisir, même si vous devez en avoir marre de voir toujours les mêmes têtes, mais bon, on essaie de faire semblant de changer les discours. Alors, concernant cet élément d'ouverture sociale, je vais revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites. Il est clair que c'est un sujet d'importance, vous l'avez entendu, ça nous tient à cœur, et qui revêt une lumière un petit peu différente après la publication du rapport Sabeg. Il est clair que ce rapport, il a secoué tout le monde, parce qu'il contient beaucoup de choses très justes. Donc c'est un rapport, c'est pas un énième rapport, c'est un rapport qu'on a regardé dans les écoles avec beaucoup d'attention, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'attaquable dans ce rapport. Il faut bien voir, les problèmes sont bien posés, bon, et on peut éventuellement discuter sur les chemins. Alors les écoles sont engagées depuis des années avec le ministère dans différentes actions. Claude a parlé des cordées de la réussite, pourquoi pas moi, l'école ouverte, etc. Mais bon, tout ça c'est bien, mais c'est pas assez, c'est ce que nous montre le rapport Sabeg. Donc bon, il est probable qu'il faut mettre un petit coup d'accélérateur maintenant, mais il ne faut pas le faire à n'importe quel prix. Donc c'est un peu, moi, la façon dont je vais essayer de présenter les quelques planches que j'ai à vous montrer. Puis alors, comme chaque fois que j'ai essayé d'en parler aux collègues, c'est pas facile de convaincre, mon pouvoir de conviction n'est pas très très bon, donc j'ai décidé de prendre un exemple, de faire appel aux racines de l'école que je représente ici. Donc je vais vous prendre un exemple très minier. Donc vous m'excuserez ce petit aller-retour que j'essaie de faire. J'espère que vous l'accepterez pour que j'arrive à faire passer le message que je vais vous passer. Donc je ne vais pas prendre, dans le monde minier français, il n'y a plus grand-chose. Je ne vais pas prendre l'uranium parce que ça m'obligerait à parler d'Areva beaucoup dans les locaux d'EDF. Donc pour rester sur terrain neutre, je vais prendre le nickel et je vais parler des ramettes. Là, sur cette planche, vous voyez les morceaux de la chaîne, les conditions limites. Au départ, il y a de la nature et à la fin, il y a un marché. Qu'on soit content, qu'on ne soit pas content, les conditions limites, on ne les maîtrise pas. Donc j'insiste sur ce point parce que ça va revenir un petit peu. Donc à partir de la nature, alors dans le cas des ramettes en Nouvelle-Calédonie, il y a des géologues qui partent avec leurs petits marteaux, leurs petites barbes, etc. et qui découvrent un certain nombre de gisements. Donc Cognambo par exemple, mais un certain nombre d'autres gisements ont été exploités jusqu'aux années 2000 et avec des méthodes d'exploitation qui étaient relativement sélectives. On allait au minerai, le minerai c'était un beau minerai de 3%, c'est très bien dans le monde du nickel, et avec 3% on était bien content. Ça politique. Un traitement pyrométallurgique permettait d'extraire du ferro-nickel, et puis après, deux grandes catégories d'usines en France. Une qui faisait du nickel pur, parce qu'il faut quand même garder un endroit pour le nickel pur, et puis un grand nombre d'autres usines qui s'occupaient d'aciers spéciaux avant que le marché décide de ce qu'elle voulait acheter. Et puis, à partir des années 2000, parce que la raréfaction des matières premières d'une part, et puis les besoins du marché dont vous avez entendu parler, la renaissance du monde des matières premières, ont fait qu'il fallait trouver autre chose. Donc, Eramet n'a pas été plus idiot qu'un autre, elle a peut-être moins de réticence que le monde de l'éducation qu'on fréquente, vous et moi. Les prospecteurs sont mis à regarder un petit peu plus largement que le nickel à 3% que vous avez l'habitude de regarder. Ils ont trouvé d'autres gisements. Et ces autres gisements, ils ont changé de méthode d'extraction. Le mineur lui-même a dû changer de façon de faire. Ils ont pris de façon beaucoup plus massique pour aller trouver dans le limonitique des nickels qui sont seulement à 1,5%, mais qui contenaient d'autres types de métaux. Et puis, ils ont adapté leur traitement. Alors, Eramet a fait de la pyrométallurgie adaptée, mais d'autres compagnies sont allées faire de l'hydrométallurgie et d'autres systèmes qui n'avaient jamais été utilisés sur le nickel pour arriver à sortir toujours du ferro-nickel, mais aussi du nickel, du cobalt, du molybdène, un peu d'or, un peu de cuivre. Et tout ça, ça a changé le process, la deuxième catégorie, le traitement secondaire, pour arriver à des produits à base métallique que le marché a mangé. Le marché, il voulait des produits à base métallique. Donc, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Parce que là, maintenant, vous allez m'autoriser quelque chose d'un peu simplissime, c'est de faire la même chose, mais avec notre monde de l'éducation. Donc, pour moi, la nature aujourd'hui, telle que c'est fait aujourd'hui, sont les collégiens qui sont concernés. Malheureusement, aujourd'hui, on ne parle plus du primaire, mais j'y reviendrai. Les prospecteurs, c'est une détection, et puis si on ne va pas être langue de bois, la détection aujourd'hui, en gros, elle est faite par le milieu social. Donc soit on a une famille, comme le transparent de Claude l'a montré, d'enseignants, de cadres et autres, qui sait comment ça se passe et qui sait à quel endroit il faut aller en fin de troisième, soit on est dans une famille qui ne sait pas et puis on va ailleurs en fin de troisième. Donc dans le gisement lycéen, l'extraction, on peut la considérer comme sélective pour arriver en classe prépa, pour faire un truc qui s'appelle topin. Alors moi j'appelle ça topin, mais il paraît que je suis très has-been avec ce mot-là, que ça ne se dit plus du tout. Mais enfin quelques vieux vont être d'accord avec moi. Et puis on arrive en classe préparatoire et concours, parce que je fais un amalgame entre les deux, les uns vont avec les autres, avec des systèmes qui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, sont fondés sur de l'hypothético-déductif, sensu stricto, et puis une capacité d'abstraction fondée sur les mathématiques.
Et alors, on a fait des tas de choses avec la réforme de 95 qui sont allées dans le bon sens. Le directeur de centrale le rappelait à l'instant, c'est grande satisfaction. Il y a un petit point sur lequel, je vais réussir à le dire, tu vas voir, il y a un petit point sur lequel l'objectif n'est pas totalement atteint, c'est la déhiérarchisation des différentes filières, je l'ai dit. Donc aujourd'hui, la façon dont on remplit les MP, les PC, les PSI, les PT, les TSI, c'est une façon où la MPSI et PCSI en première année et PTSI, on ne peut pas dire que ça soit en fonction des compétences, de différentes compétences. On a changé les programmes, mais la façon d'évaluer les disciplines est restée la même. C'est sur l'hypothético-déductif à l'ancienne, on est sur les mathématiques. Qui a fait ses preuves, hein, qui produit un certain nombre de gens de grande qualité dont les écoles raffolent. Mais bon, c'est le fait aujourd'hui. Alors ça sort des méthodes base, à base mathématique, et les grandes écoles font le traitement secondaire, mettent en forme ces choses-là pour sortir des produits, on va dire des ingénieurs et des normaliens à base métallique, qui sont ensuite recrutés par le marché. Alors, les choses qui pourraient être faites, à construire pour ne pas rater de talent. C'est quand même l'objectif. Alors, c'est peut-être un tas de vœux pieux, mais moi, je pense qu'il faut prendre la chaîne entière. Il ne faut pas focaliser sur un ou deux morceaux de la chaîne. C'est peut-être une des grandes forces du rapport Sabec, c'est que pour une fois, il part du début et il essaie d'aller à la fin. Donc, ce point-là est important. Alors, dans la nature, d'abord, ça se passe avant le collège. Alors, je vais faire là très très vieux couillon, mais le vieil instituteur du début du XXe siècle qui détectait dans ses classes des gens qui allaient un peu plus vite que d'autres n'est pas forcément en calcul. Les pauvres instituteurs aujourd'hui, je ne veux pas leur jeter la pierre parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Déjà, essayer de se faire respecter, pouvoir parler proprement, etc. Mais ça, c'est dommage. C'est un élément qui est important et qui est à construire. La prospection, si elle veut qu'elle soit un peu plus équitable et qu'elle soit égalitaire, il ne faut plus qu'elle soit faite par les familles. Donc, je ne vais pas me lancer dans une description de ce que je pense à titre personnel des conseillers d'orientation, mais il est clair que c'est l'éducation nationale qui doit faire ce travail. Et pour parler vrai un petit peu, il ne faut pas qu'en fin de troisième, si on s'appelle Jean ou Marie, on se retrouve en seconde générale, et si on s'appelle Mouloud ou Mohamed, on se retrouve en seconde technologique. Parce que les deux types de secondes ont des atouts, les deux types de secondes ont des valeurs ajoutées à apporter, et il ne faut pas que ça soit sur une origine ethnique qu'on est orienté. Parce que la réalité du terrain, pour ceux qui fréquentent ce type d'orientation, c'est ça, exactement. Et je crois que Claude s'est exprimé hier sur le déductif indispensable pour une certaine catégorie d'état d'esprit et l'inductif indispensable pour une autre catégorie d'état d'esprit à la fin de l'exposé de Jacques. C'est pas parce qu'on est issu d'une famille de telle couleur ou de telle autre couleur qu'on est plus inductif que déductif. Ça, c'est pas vrai du tout. Hein. Moi, j'ai 3 enfants et j'ai 2 et 1 là-dedans. Et je pense que tout le monde peut dire des choses comme ça. Donc là, il y a quelque chose de très important à faire.